Ce podcast raconte les coulisses du trafic de drogue marseillais. Une enquête immersive et inédite, désormais disponible en librairie. Entre thrillers, documentaires et reportages, Cartel Nord, le livre publié aux éditions du Cherche Midi, plonge le lecteur dans la nouvelle ère du narcotrafic. Précédemment, dans Cartel Nord. Le passager brandit une arme de poing et ouvre le feu à 6 reprises. Ça pourrait être quelqu'un de la famille d'Amin Kessassi. Ce pays a fermé les yeux sur ce que nous vivons, et maintenant il se réveille avec un monstre qu'il s'est infiltré partout. Depuis plus de 30 ans, le narcotrafic n'a eu de cesse de grossir, de se développer, de se structurer, sans que nos élus politiques ne parviennent à l'en empêcher. Pourtant, depuis le 31 décembre 1970 et la première grande loi anti-stupéfiants, nombre de mesures ont été prises pour limiter les effets du trafic. Mais alors pourquoi le politique n'est-il pas parvenu à enrayer définitivement cette économie parallèle ? Pourquoi n'a-t-il pas réussi à empêcher le trafic de s'installer et de s'enraciner dans les quartiers les plus défavorisés ? Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 2, Haro sur l'Hérault. Interactualité, 26 août 1969. Nous revenons chez nous pour vous signaler un nouveau drame provoqué par la drogue. Le cadavre d'une jeune fille de 17 ans a été découvert hier soir dans les locaux d'un cinéma du casino de Bandol. La jeune fille a succombé à une crise cardiaque provoquée par une absorption trop forte d'héroïne. 25 août 1969, la France est sous le choc. Martine, une jeune fille de 17 ans, est retrouvée morte à la suite d'une overdose d'héroïne. Le drame fait la une des journaux et met la pression sur la classe politique. Dans une sorte de flou juridique, la France ne dispose pas en effet de véritable arsenal législatif contre l'usage et la consommation de drogue. Pression de l'opinion, pression médiatique, le président Georges Pompidou et son gouvernement sont également sous la pression internationale à cause d'un nom, la French Connection. Véritable nébuleuse de trafiquants spécialistes dans la transformation de morphine base en héroïne, ce réseau, basé notamment à Marseille et dans sa région, est le premier exportateur mondial. Les États-Unis en sont son principal marché, mais à l'aube des années 70, leur président, Richard Nixon, déclare la guerre à la drogue et exhorte la France à agir. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Dans ce contexte, le 31 décembre 1970, la France vote une loi d'exception qui, pour la première fois, criminalise l'usage et le trafic de stupéfiants. Cette loi criminalise indistinctement l'usage, la détention, la cession, l'achat, la vente, le transport de toutes les drogues classées illicites par la Convention internationale. Claire Duport est sociologue, chargée de recherche au sein de l'association Transversité. Donc dans cette loi, il y a déjà quelque chose d'assez marrant et assez paradoxal, c'est que le 31 décembre, c'est-à-dire au moment où la moitié de la France roule sous la table, complètement bourrée, on vote une loi qui interdit toutes les drogues. C'est assez amusant. Et donc cette loi, ce qu'elle initie, c'est un double regard sur les drogues. L'usager de drogue va être considéré tantôt comme un délinquant, tantôt comme un malade, un peu les deux, parce que cette loi, elle initie le fait que tout ça est interdit et que deux options sont possibles, le soin et ou la prison. Cette volonté politique d'agir contre le trafic se traduit alors par une augmentation des actions policières pour fermer les laboratoires clandestins de fabrication d'héroïne. Sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, l'Office central est refondu et une brigade spéciale est constituée à Marseille. Elle est confiée à Marcel Morin qui dispose de moyens quasi illimités. L'exploitation des renseignements fournis par les Américains et les Canadiens, de longues planques et des filatures discrètes portent leurs fruits. En 2 ans, la French Connection tombe. Fort de ses succès, en 1974, les politiques estiment que la guerre contre la drogue est gagnée. Et en octobre de la même année, elles décident de démanteler la brigade des stupes et de la fondre dans les services de la police judiciaire. Mais
paradoxe de la lutte contre le trafic de drogue, et malgré les victoires contre les différents réseaux de la French Connection, la consommation domestique d'héroïne prend de l'ampleur. On est dans une époque de contre-culture, de contestation par une partie de la jeunesse de l'époque, de cette société de l'argent et de la réussite qui se profile. Et une partie de la jeunesse contestataire va trouver dans ces produits, et pas par hasard ces produits-là, le cannabis et l'héroïne n'ont pas les mêmes effets, mais ont quand même l'un comme l'autre des effets un peu planants. Un phénomène de mode, mais pas seulement. En pleine crise économique, la consommation d'héroïne touche surtout les catégories les plus fragiles de la population. C'est la crise industrielle de cette industrie de Marseille. Et donc la crise de cette classe ouvrière qui tout d'un coup va perdre complètement et son statut social et ses emplois. Michel Peraldi est sociologue, directeur de recherche émérite à l'IRIS. L'effondrement successif de toutes les grandes entreprises marseillaises transforme cette classe ouvrière en... il y a un sociologue qui avait employé cette expression, moi je la trouve à la fois très dramatique mais très juste, en inutile au monde. C'est-à-dire que ces gens qui fondent tout leur être social sur « je suis un ouvrier, je travaille, etc. » Tout ce monde-là s'effondre. Plus de travail, plus d'emploi, des chômeurs, massivement. Le chômage grimpe à peu près aussi vite que la consommation d'héroïne dans les années 70. Le chômage grimpe, etc. Et non seulement on transforme cette classe ouvrière en chômeurs, mais les enfants aussi sont destinés à être au chômage. Parce que les enfants, ils sont dans les écoles techniques, ils vont passer des BEP de soudeurs, des BEP de mécaniciens dieselistes, etc., qui les destinent aux métiers ouvriers. Et il y a comme une sorte de force d'inertie qui fait qu'on a deux générations là qui sont pris complètement dans le trou noir de la crise industrielle à Marseille. C'est ça, le monde où les trafics et l'héroïne vont apparaître dans les quartiers, c'est ce monde-là. D'abord marginale, la consommation d'héroïne progresse ainsi à Marseille dans les années 80. Mais au milieu de la décennie, une problématique sanitaire mondiale oblige le politique à lutter contre cette consommation. C'est l'épidémie de sida. On est focalisé par la seule drogue qui fait l'objet d'injections et qui, du coup, déclenche l'épidémie de sida. C'est pour ça que je pense que c'est le problème, c'est le sida, c'est pas l'héroïne, en fait. Ou plutôt, c'est le couple héroïne et sida qui devient tout d'un coup le problème hygiéniste, on va dire, majeur de cette époque. Il va y avoir, en effet, au tournant des années 80, un élargissement conséquent des usagers, des prévalences d'usage, des usagers d'héroïne, et avec une mortalité très importante, particulièrement à Marseille. Là, on a quelques données, et Marseille est la ville en France où, à cette période des années 85-89, la mortalité est la plus importante. Mais cette mortalité, elle est fort peu liée à l'overdose, aux drogues, aux usages de drogue directement. C'est une mortalité par contamination du VIH et par le sida. Face à l'urgence sanitaire, l'État déclenche alors une série de mesures et décide en 1989 d'autoriser la vente libre de seringues en pharmacie. Et 6 ans plus tard, en 1995, la ville de Marseille va plus loin et devient la première ville de France à distribuer gratuitement des seringues. Le docteur Mattei, qui est élu à la santé, met en place une mission sida-toxicomanie de la ville de Marseille. C'est pas rien, hein ? C'est la première ville de France qui va afficher une politique publique avec une mission spécifique et qui s'appelle comme ça, sida toxicomanie. Donc c'est un choix politique fort, audacieux, on va dire. Pour l'époque, à plus forte raison. Quand vous avez une substance nocive qui circule, première question, est-ce qu'on peut l'empêcher de circuler ? La réponse est non. Jean-François Mattei est ancien ministre de la Santé et ancien adjoint à la mairie de Marseille. Et alors vous vous dites, dans ces conditions-là, et sans le faciliter, ce trafic, il faut prendre des mesures de prévention pour les gens qui, malgré tout, consommeraient. D'où les distributeurs de seringues, d'où, etc. Pas du tout pour conduire à la consommation, inciter à la consommation, mais pour essayer, puisqu'on ne pouvait pas l'éviter, essayer de diminuer les effets sanitaires.
Au milieu des années 90, grâce à ces mesures politiques et à la prise de conscience des risques liés à l'injection de ce produit, la consommation d'héroïne est en très forte baisse. Focalisés alors sur l'éradication de la consommation d'héroïne, les politiques ne mesurent pas durant cette période l'émergence d'un autre trafic qui va tout bouleverser, le trafic de cannabis. Il y a un rapport notamment de l'OCTRIS, de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, qui en 1990 a fait l'inventaire des diverses drogues qui sont consommées. Denis Trocero est un ancien chef du service police-justice au journal La Provence. Le rapport de l'OCTRIS, quand même, qui est de 90, il va dire que le cannabis, à ce moment-là, c'est la drogue la plus consommée, 69%, et c'est une hausse de 8%. Produit stupéfiant le plus consommé, considéré comme une drogue douce, le cannabis bénéficie d'une certaine forme de mansuétude. En 1998, un rapport commandé par le ministère de la Santé établit une classification des drogues selon leur degré de dangerosité et place le cannabis en dernière position, comme l'explique ce reportage de France 2 de juin 1998. Il y eut d'abord en 1994 celui du Comité national d'éthique. Déjà, les sages estimaient que certaines drogues licites, comme le tabac ou l'alcool, étaient aussi dangereuses, sinon plus, que le cannabis. 2 mois plus tard, une commission présidée par le professeur Henrion se prononçait en faveur d'une dépénalisation de l'usage du cannabis. Hier, un nouveau travail d'experts était publié. Il précise qu'aucune drogue n'est inoffensive, mais classe le cannabis parmi les moins nocives. Dans les années 90, toujours face à la lutte contre la consommation d'héroïne, la perception autour de la dangerosité du cannabis est donc biaisée. Michel Peraldi se souvient justement de cette époque où il y avait une forme de laisser-faire face à la consommation de cannabis. J'ai fait des formations avec des éducateurs qui disaient « Bon, ouais, il faut qu'on prévienne les minots contre le cannabis et tout. Mais nous, on en fume du shit. Donc, franchement, on n'en est pas mort. On n'est pas devenus des délinquants. On n'a pas chopé le sida. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aux minots ? Est-ce qu'on leur dit « Attention, c'est pas bien, il ne faut pas fumer du cannabis » ? Ou est-ce qu'on va leur dire « Bon, ça va, c'est bon, on fume un pétard de temps en temps » ? Et tout le milieu, alors pas politique, mais tout le milieu éducateurs, travailleurs sociaux, etc., ne sait pas sur quel pied danser par rapport à ça. Mais bon, dans les années 80, on a d'un côté l'héroïne qui tue, et de l'autre côté le cannabis qui fait rêver, quoi. Donc, tranquille les mecs, quoi. Voilà. Mais derrière cette indulgence se noue une problématique grandissante, celle du trafic de cannabis. D'abord artisanal, ce trafic se structure et la vente devient de plus en plus visible dans les quartiers, notamment grâce à la facilité d'approvisionnement du produit. À ce moment-là, on se met à planter au Maroc, mais à toute berzingue, dans tout le Rif. Jusqu'aux années 90, c'est juste la petite zone de Ketama qui produit du cannabis. Fin des années 90, ça va quasiment de la côte jusqu'au fond, presque à la frontière algérienne, les zones de production. Donc on a doublé les zones de production. Et ce cannabis marocain, il rentre complètement dans les petites mains de l'économie migrante marocaine et algérienne, parce que les Algériens sont aussi directement branchés sur le Rif. Oran devient une plateforme de trafic du cannabis, avec aussi bien que Tanger, parce que c'est très facile de faire circuler le produit soit d'un côté à l'ouest, soit de l'autre côté à l'est, et y compris que c'est les mêmes familles et les mêmes réseaux. Et donc tout d'un coup, on a une montée en puissance du cannabis marocain. Et pour le coup, le cannabis marocain qui filtre par l'économie migrante, pour le coup, là, il arrive massivement dans les cités, il arrive massivement parce que cette émigration qui a son économie, elle a une capacité de diffusion extrêmement grande et extrêmement fluide et facile. Et donc, c'est là qu'on voit apparaître de manière assez banale le trafic. Et comme on va commercialiser plus que ce qu'on consomme dans les cités, les points de deal s'ouvrent et se créent à ce moment-là. Commerce artisanal, voire familial, la vente de cannabis devient dans la deuxième moitié des années 90 une véritable économie parallèle. Un développement croissant, synonyme de début d'emprise dans les cités. Je voyais sur les cités, dans les cages d'escalier, que les jeunes se regroupaient. Ils se regroupaient pour consommer, ils se regroupaient parce qu'ils sont désœuvrés, il n'y a rien.
Yamina Bencheni est une ancienne éducatrice spécialisée et animatrice de centre social, notamment à la Cité des Flamands. La cage d'escalier, c'est un espace, il faut le définir aussi. Pourquoi la cage d'escalier ? C'est un espace où il y a entre le chaud et le froid, ou entre la pluie, donc on s'abrite. La cage d'escalier, c'est une culture dans les quartiers. C'est un espace de vie. Donc cet espace-là est devenu un espace récupéré par ceux qu'on ne connaît pas, qui arrivent, qui sont là, parce qu'ils vont vendre, parce que un tel connaît, c'est son copain, d'accord, c'est mon copain, c'est un tel je connais, voilà. Mais nous on les connaît pas, donc dans la vie de quartier, ça marche comme ça. S'installe alors dans ces quartiers une forme d'omerta. Le trafic se sait, le trafic se ressent, et surtout, le trafic commence à impacter la vie de cité. Et certains professionnels qui commencent à perdre pied parce qu'il y a des rapports de force qui se mettent en place sur les territoires. Mylène Frappa est une ancienne chargée de mission au sein de la mission Sida et Toxicomanie à la ville de Marseille. Les premiers que j'ai sentis fragilisés, c'est par exemple les gardiens d'immeubles. Et dans ces années-là, ce sont les premiers, je crois, que j'ai entendu avoir un discours sur ça se tend. On n'est plus dans la même possibilité de négocier. Ça signifiait que face à eux, il y avait des systèmes qui commençaient à s'organiser, qui faisaient que le bailleur social, en l'occurrence, et l'agent du bailleur social n'était plus le seul à pouvoir gérer le territoire. Des premières alertes, des premiers signaux sur le terrain qui passent à ce moment-là sous les radars politiques. Moi, je pense que les politiques, au sens marseillais du terme, les élus marseillais, sont les gens qui sont toujours les derniers à comprendre le fonctionnement des quartiers et des ensembles dans lesquels ils travaillent. Je suis arrivé aujourd'hui à cette conclusion dramatique, mais c'est après 30 ans d'observation du politique à Marseille, quoi. C'est pas des gens qui alertent, c'est pas des gens qui comprennent ce qui se passe dans les quartiers, etc. Ils sont toujours le dernier fusible dans une chaîne de fusibles. Mais alors, faut-il réellement blâmer le politique pour ne pas avoir pris la mesure du phénomène ? Faut-il le rendre responsable de ne pas avoir su agir dès le départ pour contenir la montée en puissance du trafic de stupéfiants ? Mobilisé à cette époque-là sur la situation des quartiers, le politique identifie d'autres priorités. Dans les années 80-90, on s'intéresse surtout au bâti, en pensant que la rénovation du bâti va produire comme une espèce d'effet magique, va produire des effets sur les conditions de vie dans la cité. Mais du coup, les élus, ils sont très très focalisés sur la question du bâti, pour dire que c'est pas toujours des imbéciles qui voient rien. Ils regardent des choses et ils n'en regardent pas d'autres. D'abord, ces activités sont assez discrètes, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, les politiques n'ont pas accès au cœur du noyau populaire tel qu'il fonctionne. Jean-François Mattei est ancien ministre de la Santé et ancien adjoint à la mairie de Marseille. On savait, je savais. Évidemment, c'était un sujet tabou. Vous ne pouviez pas rentrer dans un bar comme on fait dans des campagnes électorales et tout d'un coup aborder le sujet de la drogue. C'était, comme vous me parlez, moi je ne sais pas de quoi vous me parlez. Enfin, c'était un sujet qu'il était difficile d'aborder. Et quand on essayait d'aborder ce sujet en campagne, visite de quartier, visite des commerçants, etc., c'était immédiatement la défausse. Une omerta, une forme d'indulgence autour de la consommation de cannabis et un produit disponible en grande quantité. À la fin des années 90, le trafic de cannabis s'enracine dans les quartiers précarisés. Tous les ingrédients sont alors réunis pour faire prospérer une économie parallèle dont le politique ne prend pas encore la pleine mesure. Mais en 1999, une intervention de police jette une lumière crue sur la réalité du trafic de drogue dans les cités. Un épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.